Du coup, je vais lire les 4 romans les plus appréciés de 2024, les plus populaires, ceux qui ont été le plus lus en 2024, les best-sellers. Selon quoi? Selon Babelio et Google, donc c'est pas des sources très très sûres. Maintenant, voilà, c'est ce que je peux donner, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Ma manière de faire, ça va être quoi? Ça va être que je vais lire les livres. Pendant que je les lis, je vous prendrai de temps en temps en caméra pour vous dire ce que j'en ai pensé. Pour vous dire ce que j'en pense à chaud même. Parce que ça peut être différent de ce que j'en dirai après. Donc ça peut avoir son lot complet. Ça peut aider à comprendre bien ce qu'est le bouquin. Est-ce que j'en ai pensé, mon vrai sentiment à chaud et puis ensuite à froid. Ça peut avoir son intérêt. Alors, je vais lire Un animal sauvage de Joël Dicker, qui raconte le braquage d'une bijouterie par 2 malfaiteurs, d'une bijouterie de Suisse, a priori, parce que ça se passe à côté du lac Léman, de ce que j'ai compris. Mais donc, ce braquage serait très loin d'être un fait divers. Parce que 20 jours plus tôt, Sophie Brown, 40 ans, vit dans une petite bourgeoisie très confortable, très riche mais pas trop, avec une petite maison au bord de la forêt, une petite famille, 40 ans tout juste, nickel. Mais il commence à y avoir des choses qui clochent dans sa petite vie parfaite. Son mari commence à avoir des soucis au niveau des affaires, de ce que j'ai compris. Son voisin policier est très bizarre. On parle un petit peu de stalking, un espèce de pervers, de ce que j'ai compris. Donc un rôdeur lui offre un cadeau d'anniversaire qui va bouleverser complètement son état d'esprit. Voilà. Donc ça va être Un animal sauvage de Joël Dicker. Il y a des chances que ça me plaise. J'ai déjà lu le gros best-seller de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ça, je l'ai lu et j'avais adoré à l'époque. Et je pense que celui-là peut me plaire. En plus, ça parle d'une femme, ça parle d'une maison au bord de la mer en cet automne. Je pense que ça peut me... Automne-hiver, là, ça peut me plaire. Ça peut être sympa. Ouais, je pense. Ensuite, on a Avec les fées de Sylvain Tesson, qui donc raconte un voyage de Sylvain Tesson entre le Finistère et l'Écosse. Donc il est notre narrateur. Donc pourquoi pas, sur un voyage un petit peu onirique, un petit peu celtique, tout ça. Donc pourquoi pas, why not, franchement why not. C'est pas ce que j'aurais lu de moi-même, mais pourquoi pas. Voilà, donc on se retrouve là tout de suite pour vous et pour moi dans quelques heures pour les premiers avis à chaud de Un animal sauvage de Joël Dicker. Alors, on est le matin, il est tôt, il fait moche. J'ai commencé à lire Un animal sauvage. Je vais chercher mes notes, ce sera peut-être plus simple. Je reviens. Alors, en gros, dans Un animal sauvage, j'ai lu, donc au moment où j'écrivais ces notes-là, j'ai lu du chapitre 1 au chapitre 6, je crois, quelque chose comme ça. Il est accessible, tout à fait accessible. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce livre? Il y a 4 personnages. 4 personnages, jusqu'à maintenant, qui sont importants. Il y a Arpad. Donc Arpad, c'est un banquier,
C'est un homme gentil, c'est un homme moderne, c'est un homme qui fait à manger, c'est un homme qui... On le décrit comme quelqu'un de sympa. Il est aimant auprès de Sophie. On a Sophie qui est une avocate qui est la femme d'Arpad, donc qui est mariée à Arpad, donc qui est belle. Indéniablement dans ce qu'on lit du roman, elle est belle. À l'aube de ses 40 ans, elle n'a jamais été aussi belle. Elle est riche. Je parlais hier de petite bourgeoisie. On n'est pas sur de la petite bourgeoisie, on est sur de la banlieue de Genève, sur des gens qui ont une maison, une immense villa de verre. On l'appelle la maison de verre d'ailleurs, parce qu'il y a des immenses baies vitrées, parce que de l'extérieur on voit tout dans la maison et il ne s'en préoccupe pas jusqu'à ce qu'il y ait un souci. Pourquoi il s'en préoccupe pas? Parce qu'il s'estime suffisamment à l'aise, suffisamment bien. Ils n'ont pas ça à l'idée, parce que personne ne viendrait les chercher là. C'est parce qu'ils sont suffisamment écartés, ils ont construit suffisamment écartés pour ne pas être ennuyés par ça. Et de manière générale, ils n'ont pas à avoir ce problème parce qu'ils sont riches, parce qu'ils vivent dans une maison parmi, éparpillée, hein, mais parmi d'autres personnes très riches aussi qui n'auraient aucun intérêt à les cambrioler. On a Karine qui travaille dans une boutique de prêt-à-porter et est relativement mécontente de sa vie. Elle est plutôt envieuse de Sophie, elle est plutôt... c'est son amie, mine de rien c'est son amie, elle est heureuse de se considérer comme son amie, comme l'amie de Sophie, mais voilà, on n'est pas... pas une amitié sincère dans le sens où elle est envieuse. Elle a 2 enfants, elle est mariée à Glenn, qui est le mari de Karine, qui est notre chef de police. Ils vivent dans ce qui est surnommé la Verrue, plutôt riche banlieue de Genève, mais les habitants de cette banlieue de Genève appellent ça la Verrue, appellent ce groupement de maisons, parce qu'ils vivent dans une espèce de lotissement plutôt haut de gamme, mais mine de rien, plutôt laid, on appelle ça la Verrue. Tout ce petit monde s'est rencontré à l'anniversaire d'Arpad. Arpad, c'est toujours le mari de Sophie. Il est tombé amoureux de Sophie très longtemps avant, 10 ans avant a priori, c'est à peu près ce qu'on a comme définition. À l'anniversaire de Arpad, on a Glenn qui tombe littéralement complètement amoureux de Sophie. Et Karine s'est très bien entendue avec elle, c'est là qu'elles sont devenues amies. Glenn s'est mis à aller espionner Sophie la nuit et on a le truc qu'un matin Glenn promenant son chien est allé stalker Sophie et il s'est fait repérer. Alors on n'a pas vu que c'était lui, mais il s'est fait repérer et ça va entraîner des péripéties, on va dire. Voilà, je veux pas en dire plus, mais des péripéties et ça va pas trop plaire à Sophie de s'être fait stalker. Voilà ce que je peux dire là maintenant. Je reviendrai un peu plus tard. Je peux pas vous dire si vraiment il me plaît ou pas. Si vraiment j'ai envie de continuer de le lire, tout ça, je sais pas. Si je sais, mais pour la suite. Bon alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, donc tout sera chapitré par YouTube. Merci YouTube. On va suivre 4 personnages. 4 personnages qui essayent de vivre une vie classique, sauf qu'ils ont chacun leur secret qui ne veut pas les laisser tranquilles et qui va les obliger à faire un travail sur eux-mêmes pour pouvoir être heureux. C'est un thriller qui parle d'un hold-up et qui raconte le compte à rebours de 2 mois, il me semble, avant le braquage. Donc c'est un roman qui parle de stalking, de mensonges, de braquage, de tromperie et même de deuil. Parce qu'en fait, il s'agit de quarantenaires qui passent
à l'âge adulte parce que ce sont des adolescents qui vont apprendre que la vérité, c'est le seul moyen d'être heureux. C'est un roman qui traite aussi de la lutte des classes. C'est pas un thème qui est très rare dans la littérature ni dans le cinéma, qui n'est pas rare dans l'art, mais qui est plutôt bien traité dans ce livre et qui franchement vaut son détour. Donc au final, c'est un livre facile mais qui n'est pas cru. C'est pas du divertissement, mais c'est pas un grand roman. C'est la bonne partie des deux. C'est un très bon roman policier. Voilà, c'est un très bon roman policier. C'est un très bon thriller même, je dirais. Voilà pour la partie sans spoil. Donc si vous voulez le lire, il faut couper là maintenant. Donc en fait, on suit l'histoire d'un braquage. Un braquage orchestré par Fauve, notre nouveau personnage, le personnage qui arrive, je dirais, au milieu du livre. Fauve, Sophie et Arpad. On suit un compte à rebours jusqu'au braquage, avec des retours entre le passé, le présent, le très passé, le passé d'Arpad, le passé de Fauve, le passé de Sophie, le passé de tout le monde. Pas celui de Karine et Greg. Non, Karine et Greg, au final, on n'en sait pas grand-chose sur eux. Parce qu'ils ont une vie plutôt classique. Mais en fait, le truc, c'est qu'aucun personnage n'est celui qui veut faire paraître. On a la thématique de la lutte des classes, avec la grande séparation entre la verrue, donc la petite maison de Greg et Karine, et la maison de verre, qui est la grande maison, l'immense baraque des Brown. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi je dis que c'est un livre qui traite un petit peu de la lutte des classes? C'est parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'histoire de... C'est parce qu'il n'y a pas que l'histoire de la petite maison comparée à la grande maison. Arpad, c'est le personnage qui catalyse tout ce qu'on peut dire sur la lutte des classes. C'est lui qui a fait tout ce qu'il a pu pour gravir les échelons de l'échelle sociale. Il est parti de rien du tout. Il a voulu faire des études de banque, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il avait besoin de thunes, donc il a été travailler dans le resto du père de Sophie à Saint-Tropez. Il a réussi ses études en banque, mais il a galéré à mort pour trouver du travail. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a fait un braquage. Il n'a pas été découvert, mais du coup, il a volé une voiture. Il a volé une voiture pour avoir un peu de sous, pour pouvoir réussir à subsister en attendant d'eux. Et enfin, lorsqu'il a réussi à trouver un boulot, il a encore des soucis avec la justice. Et en face, on a Sophie. Sophie qui a une cuillère en argent dans la bouche. Sophie qui n'a jamais eu à se soucier de quoi que ce soit. Sophie qui doit se divertir avec des problèmes de pauvres pour ne pas s'ennuyer. C'est Sophie qui sort avec Fauve parce qu'il met du piment dans sa vie, parce que il est beau, riche, pas riche non, parce qu'il est pauvre. c'est vrai, c'est parce qu'il est pauvre. C'est parce qu'il est pauvre qu'il fait des braquages qu'elle trompe Arpad avec ça. Ah bon? Oui. Non mais je te jure, les personnages ils sont attachants, mais au final en fait, ils ont tous un côté hyper pervers. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, je te jure. Donc en fait, la lutte des classes, on la voit sur ces deux personnages qui sont mariés, mais qui sont au final contraires l'un à l'autre de par leur échelle sociale de naissance. Et en fait, le propos du livre, avant même celui de la lutte des classes, c'est celui de la vérité. Arpad a perdu son boulot. Et il a peur de tout gâcher en le révélant à Sophie. Mais Sophie, elle s'en fiche au final, parce que lorsqu'Arpad le lui dit, Sophie, elle essaie juste de trouver un moyen que Arpad aille mieux
et qu'il arrête de se fustiger avec ça. Le seul problème que Sophie voit là-dedans, ça a été le mensonge. Greg, il est amoureux de Sophie. Et il est même bizarre parce qu'il pratique du stalking avec elle. Il va planquer une caméra dans sa chambre pour pouvoir avoir des vidéos d'elle nue, dans des positions lascives, enfin un gros crado. Mais au final, le plus simple pour lui, c'est quand tout a été découvert, il n'y avait plus à mentir. Même Sophie, elle a un amant fauve. Et quand Arpad le découvre, au final, ça va beaucoup mieux pour elle, parce qu'ils essaient de surmonter ça ensemble, et ils y arrivent. Et au final, ils sont beaucoup plus heureux après. En fait, le braquage, on en a un peu rien à faire au final. Si, ça nous apporte beaucoup de suspense, c'est très agréable à lire. Mais la base du livre, c'est cette question sur la lutte des classes et la vérité. C'est ça qui fait la substance du livre. Sinon, sans ça, un braquage, on n'en aurait rien à faire. C'est les personnages qui donnent le ton. Bon, maintenant, je vais lire avec les faits. Et je vous dirai ce que j'en pense, parce que pour l'instant, j'ai commencé, mais ma première impression n'est pas très bonne. Donc, j'ai hâte de vous dire ce que j'en pense. Bon. Je suis en train de lire Avec les fées de Sylvain Tesson. Et ce que je peux dire, c'est que c'est pas pour moi. Alors, je n'avais pas regardé avant de lire ce livre qui était Sylvain Tesson. Son nom me disait quelque chose, mais je pensais que c'était un auteur voilà, que je connaissais comme ça. En fait, c'est pas un auteur lambda. C'est un auteur qui se dit lui-même réactionnaire et qui propage dans ses livres des idées relativement abjectes. Il comparait des phoques aux anglaises. Il joue énormément sur la comparaison. Il parlait du bourrelet percé d'une serveuse en Angleterre, je crois. Je crois que c'était en Angleterre que ça se passait, ça. Et c'était clairement pas sympathique, la façon dont il le disait. C'était vraiment... c'était prétentieux. C'était méprisant. C'est le terme. C'est un livre que je trouve méprisant et écrit de façon prétentieuse. C'est pas du tout mon truc de descendre un livre comme ça, de descendre un auteur comme ça. Et il se trouve que c'est à ma première vidéo que ça se passe, mais je dois dire ce qui est, c'est pas bon. Je me suis engagée à le lire. Je dois dire que si je l'avais pas lu pour cette vidéo, je l'aurais pas fini. Je vais le finir, là j'en suis à plus de la moitié, je vais le finir. C'est pas une torture de le lire, c'est relativement bien écrit, c'est plutôt bien écrit, mais ça a vraiment des idées très compliquées quoi. C'est vraiment très compliqué c'est très compliqué de le suivre, c'est très compliqué d'adhérer, c'est très compliqué d'adhérer à ce qu'il dit. Voilà, je peux pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Ça m'embête un petit peu de descendre un livre comme ça, j'aime pas du tout ça, c'est pas du tout mon délire, alors c'est pas du tout mon délire parce que j'admire beaucoup le travail de l'écrivain et c'est pour ça que je lis énormément d'ailleurs. C'est par admiration pour le travail de l'écrivain et de l'écrivaine. Mais là c'est pas possible quoi. Je vais spoiler, c'est sûr. Il n'y a pas grand chose à spoiler, mais je vais pas m'embêter à faire une partie sans spoiler parce que je ne vous le conseille pas. De manière générale, si vous avez envie de le lire, un spoiler va pas gâcher votre lecture, vraiment pas. Donc ce que je vais faire, c'est que ça va être assez court.
Je vais vous parler du bouquin, vous dire pourquoi je l'ai pas aimé, parce que ça me semble assez important de le préciser. Je l'ai pas aimé du tout, ça a rien changé, les quelques dizaines de pages que j'ai lues après ma revue n'ont pas changé mon avis drastiquement, même pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit en somme? Est-ce que c'est un essai? Pas du tout. Est-ce que c'est un roman? Non plus. C'est, je pense, un récit initiatique. Pour moi, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Il parle d'un voyageur, lui-même, qui fait le tour des pays celtes, de manière générale, entre la Bretagne et l'Écosse, donc Bretagne, Angleterre, Pays de Galles, Irlande et Écosse. Donc. Il raconte son voyage, la façon dont il voyage en bateau, avec des comparses. Et le capitaine, il voyage en bateau à voile, donc tout le monde se met à la tâche. Arrivé à quai, à chaque fois, il fume un cigare, il admire le paysage, et ils repartent. C'est à peu près le deal qu'on passe avec le livre en le commençant. À part le classique pour eux et vide, c'était mieux avant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la vérité se cache exclusivement dans la beauté. Et pour lui, la beauté réside absolument dans les paysages. Sylvain Tesson est quelqu'un de réactionnaire. Il n'aime pas les hommes, il n'aime pas les femmes. Il déteste les femmes. Il déteste les personnes LGBT. Tout le monde. Il est misanthrope, il est misogyne, il n'aime pas les gens. Il n'aime pas les gens et ça se voit, ça se sent. C'est... Coucou. Ça c'est Piaf. C'est mon chat. Oh mon loup. Oh mon petit loup. Vous l'avez déjà vu? Il aime bien la caméra. Ouais, donc non, il déteste les hommes. Il déteste les hommes du moment qu'ils n'ont pas un cigare dans une main, une bière dans l'autre et une barbe prépondérante sur le visage. Sinon il déteste les gens. Il comparait d'ailleurs les gars qui buvaient une bière dans un pub à des personnes LGBT sur le quai, en disant que il y avait un boulevard entre les deux. Les personnes LGBT auraient pas pu rentrer dans le bar, que il parle même pas des femmes à ce moment-là. Les femmes, il en parle pas, ou alors c'est pour les mépriser. Il n'a aucun mot, si ce n'est gentil, au moins neutre, sur les femmes dans le livre. C'est toujours des grossièretés, c'est toujours des méprisances, c'est toujours pédant, c'est toujours puant, ça a toujours un côté mais qui fait penser que les femmes sont 6 pieds en dessous des hommes, quoi. Il compare à un moment les femmes anglaises aux phoques en disant que les phoques n'avaient même pas besoin de perdre de poids avant l'été. En disant que les anglaises n'y parvenaient pas, que les phoques s'en foutaient. Vraiment, mais dégueulasse, quoi. Un mec abject, vraiment. J'ai même pas... ça m'embête de le descendre, mais j'ai même pas de scrupule à le faire parce que... j'ai même aucun respect pour ce personnage. C'est abject. C'est abject. Et il a même pas l'excuse d'être d'un autre siècle, d'être du 19e, du 18e.
Parce que c'est une pensée comme ça qu'il a, c'est vraiment des discours du 19e, du 18e, du 17e même parfois, c'est puant quoi. Il a même pas cette excuse-là parce qu'il il est contemporain et il parle de temps en temps du siècle 21 et suivi d'une phrase au passé. Au siècle 21, nous faisions cela. Alors après, il combat aussi le consumérisme, comme quoi il y a au moins une qualité à être réac. Ouais, comme je disais tout à l'heure, il écrit comme si son essai allait traverser le temps, en disant « au siècle 21, on faisait telle chose ». Il parle aux lecteurs du futur, à des personnes érudites qui allaient tomber sur son bouquin dans plusieurs siècles, sans savoir déjà que l'humanité sera morte d'ici là. Mais surtout, il fait comme si son bouquin allait traverser les âges, allait passer l'épreuve du temps et allait être connu dans plusieurs années, dans plusieurs dizaines d'années. Il dit au siècle 21, puis une phrase au passé. Au siècle 21, on faisait telle chose. Mais ça n'a aucun sens. Parce que selon ce qu'il dit, l'humanité va de mal en pis. Alors comment est-ce que des lecteurs érudits pourraient trouver son bouquin et s'en délecter comme ils l'attendraient? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis, il a un gros trip avec le merveilleux et les fées. Il voudrait injecter du merveilleux dans son récit. Il n'y a aucune dose de merveilleux dans son récit, tout simplement parce que c'est pas un conte, c'est pas de la fiction, c'est la réalité qu'il raconte, c'est la réalité vue par ses yeux. Et vraiment, ça n'a rien de fabuleux. On n'est pas dans une fable. On n'est pas dans un conte, on est dans les yeux d'un réac abject. Puis en parlant des faits, il dit que F et Eric se qu'on déclare l'être. Alors déjà, con, c'est pas très beau en langage littéraire, pas rien d'aussi élitiste que ce qu'il prône sans arrêt. Et puis le con, mais c'est d'un flemmard. C'est le type ne se mouille pas les mains, c'est le on général. On déclare le féerique être ceci, on déclare le féerique être cela. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et puis ensuite, on peut remplacer le féerique par tout et n'importe quoi. Et silencieux ce que l'on déclare l'être, et flegmatique ce que l'on déclare l'être, et vain ce que l'on déclare l'être. Puis le narrateur est d'un prétentieux pas possible. Je sais pas si c'est Sylvain Tesson qui est vraiment comme ça. Mais bon sang, le narrateur se compare à Hugo, à Verlaine, à Chateaubriand et même à Céline, sans arrêt. En résumé, ne le lisez pas. Vraiment, ça n'a pas grand sens. Il dit pas des choses révolutionnaires, il est loin d'écrire comme un dieu, il n'y a rien de merveilleux là-dedans, à part le petit kiff de voir les côtes bretonnes pour moi ou toutes les autres côtes celtes, de la vue d'un amateur de paysage, ça n'a aucun sens. C'est complètement vain. Ce livre est flegmatique, il est un peu creux finalement, il est un peu vide de sens finalement. Et franchement, il contient des phrases pouvant entièrement trigger pas mal de personnes. Donc franchement, aucun intérêt de le lire. Aucun.